Le silence pesait sur l'entrepôt de Kummersdorf en cette matinée blafarde du 12 janvier 1943. Dehors, un linceul de neige immaculé recouvrait le terrain d'essai, où depuis 2 décennies l'armée allemande testait ses chars et son artillerie. À l'intérieur, sous la lumière crue des lampes électriques, 3 ingénieurs du Heereswaffenamt, l'agence de l'armement de l'armée de terre, se tenaient autour d'un petit véhicule cubique peint en vert olive. Il avait été capturé 6 semaines plus tôt en Afrique du Nord, extrait d'un oued près de Sidi Bouzid, après que son équipage l'eut abandonné lors d'une retraite précipitée. L'équipe de récupération l'avait remorqué derrière les lignes allemandes. Intrigués par son apparence étrange, plus petit qu'un Kübelwagen, plus simple que tout ce qu'ils avaient jamais vu, et pourtant les forces américaines semblaient en posséder des milliers, ils l'avaient expédié ici au cœur du plus prestigieux centre de recherche militaire d'Allemagne, sur le point d'être disséqué. L'Hauptmann Ernst Schneider, un ingénieur en mécanique qui avait conçu des composants pour le Panzermark V, tournait lentement autour du véhicule. Le claquement de ses bottes résonnait sur le sol en béton. Il tenait une planchette à pince et portait l'uniforme gris-vert des services techniques de la Wehrmacht. À ses côtés se tenaient 2 ingénieurs civils de Daimler-Benz, des hommes qui avaient consacré leur carrière à perfectionner l'excellence automobile, qui comprenait qu'un véhicule militaire digne de ce nom exigeait précision, ingénierie robuste et de multiples redondances. Ils étaient venus avec la certitude de confirmer ce que tout le Reich croyait déjà, que le matériel américain n'était que de la pacotille de la camelote produite en série, le fruit d'une nation qui préférait la quantité à la qualité, qui construisait tout vite et à bas prix, parce que les Américains eux-mêmes étaient des êtres mous indisciplinés, incapables de la rigueur d'ingénierie que représentait l'industrie allemande. Schneider posa la main sur le capot du véhicule. La tôle était fine de l'acier emboutie d'à peine 1,5 mm d'épaisseur. Un coup bien placé avec la crosse d'un fusil y laisserait une marque. Il ouvrit le capot et contempla le moteur. C'était un 4 cylindres en ligne à soupape latérale d'une cylindrée de 2,2 litres. Un bloc moteur en fonte brute, une distribution d'une simplicité désarmante. Tout en lui évoquait le monde agricole, comme s'il appartenait à un tracteur et non à un véhicule militaire. L'un des ingénieurs de Daimler, un homme nommé Friedrich Weber, éclata de rire. C'est avec ça qu'ils viennent combattre la Wehrmacht, mein Gott, regardez ce moteur. Nous construisions de meilleurs moulins en 1930. Mais Schneider ne riait pas. Il comptait. Il comptait les pièces, les fixations, le nombre de tailles de boulons différentes. Son expression devenait plus grave à chaque décompte. Il passa à la transmission une simple boîte manuelle à 3 vitesses, avec une boîte de transfert à 2 rapports. Il examina la suspension des ressorts à lame à l'avant et à l'arrière, la conception la plus rudimentaire que l'on puisse imaginer. Il regarda les roues en tôle d'acier embouties, même pas de véritables jantes à rayons. Tout dans ce véhicule violait chaque principe de l'ingénierie allemande. Et pourtant, Schneider sortit une fiche de spécification que les services de renseignement avaient compilée à partir d'interrogatoires et de documents capturés. Ce véhicule que les Américains appelaient Jeep, un nom apparemment dérivé de sa désignation militaire, GP pour General Purpose, avait été produit en quantité qui défiait l'entendement. La fiche affirmait que plus de 100 000 unités avaient déjà été construites et que la production s'accélérait. Ford et Willys-Overland, 2 entreprises, les sortaient à la chaîne de plusieurs usines. Il reporta son regard sur la Jeep. Une question se forma dans son esprit, une question qui allait hanter le commandement militaire allemand pour le reste de la guerre. Comment une chose aussi simple, aussi brute, aussi fondamentalement erronée selon toutes les normes, l'ingénierie véritable, pouvait-elle être en train de gagner? Pour comprendre ce que ces ingénieurs voyaient, en examinant cette Jeep, il faut saisir la philosophie qui régissait la production militaire allemande. C'était une philosophie née de la tradition de l'orgueil d'un système de croyances qui assimilait la complexité à la supériorité. L'ingénierie allemande avait dominé l'Europe pendant des décennies avant la guerre. Mercedes-Benz produisait les meilleures automobiles du monde. Zeiss fabriquait des instruments d'optique d'une précision inégalée. Krupp forgeait une artillerie qui établissait les standards mondiaux. Ce n'était pas de la propagande. C'était une réalité mesurable. Un objectif d'appareil photo allemand était véritablement plus net. Une machine-outil allemande tenait réellement des tolérances plus serrées. Les artisans allemands suivaient des années d'apprentissage avant d'être considérés comme qualifiés. Cette excellence avait forgé une identité nationale.
L'Allemagne se voyait comme le pays des dicteurs und Denker, poètes et penseurs, mais aussi des ingénieurs et des scientifiques. Le tableau périodique avait été en partie organisé par des chimistes allemands. Le moteur diesel était allemand. La science des fusées, les moteurs à réaction, les matériaux synthétiques, l'Allemagne était en tête dans tous ces domaines. Ce n'étaient pas des vantardises creuses, c'étaient des faits. Appliqués au matériel militaire, cette philosophie produisait des véhicules comme le Kübelwagen, l'équivalent allemand de la Jeep. Le Kübelwagen avait été conçu par Ferdinand Porsche, un homme destiné à devenir une légende de l'histoire automobile. Il était doté d'un moteur arrière refroidi par air, d'une suspension indépendante aux 4 roues et d'une carrosserie conçue par des ingénieurs aéronautiques pour minimiser le poids tout en maximisant la résistance. C'était une œuvre d'orfèvre. C'était sophistiqué. C'était allemand. Mais le Kübelwagen exigeait une main-d'œuvre qualifiée pour sa construction. Son moteur refroidi par air demandait un usinage de haute précision. Sa suspension indépendante utilisait des essieux oscillants complexes et des réducteurs dans les moyeux. Chaque véhicule nécessitait des centaines d'heures hommes pour être assemblé. Le contrôle qualité était rigoureux. Les composants étaient inspectés, mesurés, testés. Rien ne quittait l'usine sans être conforme aux spécifications. Cette approche s'étendait à tout ce que l'Allemagne construisait. Le char Tigre était armé d'un canon de 88 mm d'une précision et d'une puissance dévastatrice, mais chaque Tigre exigeait 300 000 heures hommes pour sa production. Son moteur était un chef-d'œuvre, un V12 de 23 litres développant 700 chevaux, mais il nécessitait des mécaniciens experts pour son entretien et engloutissait du carburant à un rythme catastrophique. Le Tigre était presque invincible au combat. L'Allemagne en a construit moins de 1400 pendant toute la guerre. L'armée allemande était convaincue que c'était la bonne approche. Les guerres étaient gagnées par des soldats supérieurs, utilisant un équipement supérieur. Un Tigre pouvait détruire 5 chars Sherman américains, un Messerschmitt Bf 109 pouvait abattre plusieurs chasseurs alliés. Une division allemande correctement équipée et entraînée pouvait en défaire 2 ou 3 alliés. La qualité triompherait de la quantité. Cette croyance était renforcée par les succès initiaux. En 1940, l'Allemagne avait conquis la France en 6 semaines, un traumatisme encore à vif dans les mémoires. En 1941, les fers de lance blindés allemands avaient pénétré de 800 km en Union soviétique dès le premier mois de la guerre. Le Blitzkrieg fonctionnait. La vitesse, la violence et un équipement supérieur avaient submergé des ennemis numériquement plus importants. La Wehrmacht avait prouvé le concept. Pourquoi changerait-elle? En 1943, lorsque cette Jeep arriva à Kummersdorf, l'Allemagne contrôlait un territoire s'étendant de la côte atlantique à la Volga, de la Norvège à l'Afrique du Nord. Le Reich avait conquis un continent. Il l'avait fait avec des armées qui, homme pour homme et machine pour machine, étaient supérieures à tout ce que leurs ennemis pouvaient aligner. Le soldat allemand était mieux entraîné, mieux commandé et mieux équipé. C'était tout simplement vrai. Ainsi, lorsque Hauptmann Schneider et ses collègues examinèrent ce véhicule américain rudimentaire, ils le firent avec la confiance absolue que la philosophie de l'ingénierie allemande était la bonne, prouvée par victoire après victoire. La Jeep, avec son moteur primitif et sa carrosserie en tôle emboutie, était exactement ce qu'ils attendaient de l'Amérique. La quantité, sans la qualité, la production, sans la fierté. Des véhicules construits par une nation qui ne comprenait rien à la guerre. Schneider commença son examen de manière systématique, comme les ingénieurs allemands abordaient toute chose avec une précision méthodique. Il créa un formulaire avec des catégories moteur, transmission, suspension, système électrique, carrosserie, évaluation globale. Chaque catégorie recevrait des mesures détaillées, un décompte des pièces et une note de qualité. Le moteur sortit en premier. 4 hommes le soulevèrent du châssis. Il pesait à peine 180 kilos. Ils le posèrent sur un établi. Schneider le démonta complètement, disposant chaque composant en rangées organisées: bielle, piston, vilebrequin, arbre, à cam, soupape. Il mesura tout avec des pieds à coulisses et des micromètres allemands, des instruments précis au millième de millimètre. Ce qu'il découvrit fut stupéfiant, non pas par sa sophistication, mais par sa simplicité délibérée. Le bloc moteur était une seule pièce de fonte, sans chemise de cylindres séparés. Le vilebrequin ne reposait que sur 3 paliers principaux, et non les 5 ou 7 que l'on trouvait dans les moteurs allemands. L'arbre à cam tournait directement dans le bloc, sans coussinet rapporté. Tout était conçu pour être moulé, non usiné.
Weber, l'ingénieur de Daimler, soulignait chaque défaut. Regardez ce vilebrequin, pas de contrepoids. Les vibrations doivent être terribles. Et ces pistons? De l'aluminium coulé, pas forgé. Ils lâcheront à haut régime prolongé. Mais Schneider regardait autre chose. Il comptait les fixations. Le moteur entier n'utilisait que 7 tailles de boulons différentes. Sept. Un moteur allemand comparable en utilisait plus de 30. Il examina le filtre à huile, une simple cartouche qui pouvait être changée en quelques secondes. Les moteurs allemands utilisaient des systèmes de filtration complexes, nécessitant un démontage partiel pour l'entretien. Le carburateur fut une révélation. C'était une unité à simple corps grossière mais accessible. Schneider pouvait comprendre son fonctionnement juste en le regardant. Pas de conduit caché, pas de tringlerie complexe. Il se chronométra en le démontant 4 minutes. Remontage 6 minutes. Un carburateur allemand comparable exigeait des outils spécialisés et une formation. Il avait vu des mécaniciens passer 1 heure à les régler correctement. Le système électrique était tout aussi rudimentaire. L'alternateur ne produisait que 30 ampères. La batterie était une unité standard de 6 volts. Mais tout était monté à l'extérieur, facilement accessible. Chaque fil avait un code couleur et un schéma simple, était estampillé sur une plaque de métal rivetée au tablier. Un schéma comme si les concepteurs supposaient que les mécaniciens seraient incompétents, ayant besoin d'images pour comprendre quoi connecter à quoi. C'était presque insultant. Les véhicules allemands étaient livrés avec des manuels détaillés, oui, mais ils supposaient que le mécanicien avait une formation adéquate. Ils supposaient l'expertise. Cette Jeep ne supposait rien. Elle était conçue pour des idiots. Schneider passa à la transmission et à la boîte de transfert. Encore une fois, une simplicité brutale. Les engrenages étaient taillés plutôt que rectifiés, laissant des marques d'outils visibles. Les engrenages allemands étaient rectifiés pour une finition lisse après la taille, puis souvent rodés pour la précision finale. Ces pignons semblaient sortis d'une machine agricole, mais ils étaient aussi massifs surdimensionnés, avec des dents épaisses, capables d'absorber des chocs considérables. La boîte de transfert offrait une réduction à 2 vitesses, donnant à la Jeep un couple exceptionnel à bas régime, mais le mécanisme était si simple. Juste un manchon coulissant et 2 jeux d'engrenages que Schneider pouvait voir exactement comment ils fonctionnaient. Pas d'engrenage planétaire complexe, pas de crabot délicat. Un garçon de ferme aurait pu comprendre cela en un coup d'œil. À la fin de la première journée, Schneider avait rempli 20 pages de notes et de mesures. Les autres ingénieurs lassés étaient partis. C'était indigne d'eux d'examiner ces rebuts américains. Ils avaient du vrai travail à faire, de vrais projets d'ingénierie qui comptaient. Mais Schneider resta car à chaque mesure, chaque pièce comptée, chaque système analysé, une image dérangeante se dessinait. Ce véhicule n'était pas grossier parce que les ingénieurs américains étaient incompétents. Il était grossier parce qu'ils l'avaient conçu pour être grossier, délibérément, intentionnellement. Chaque simplification était un objectif. Chaque réduction de la complexité était calculée. Et si cela était vrai, cela signifiait que les Américains comprenaient quelque chose à la guerre que l'Allemagne avait manqué. Quelque chose de fondamental. Quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi, malgré la supériorité de l'ingénierie allemande, malgré les victoires sur 2 continents, la guerre commençait à tourner contre eux. Schneider passa la 2e journée entièrement concentrée sur l'analyse de la production. C'était l'aspect qui le troublait le plus. Il réquisitionna les dossiers de renseignements sur la production automobile américaine, compilés à partir d'études industrielles d'avant-guerre, de rapports d'hommes d'affaires allemands ayant visité Détroit et d'analyses récentes de numéros de série d'équipements capturés. La Jeep devant lui portait un numéro de série indiquant qu'elle avait été fabriquée par Willys Overland, à Toledo, Ohio, en novembre 1942. Mais les renseignements indiquaient que Ford construisait également des véhicules identiques dans des usines du Michigan et du New Jersey. 2 entreprises, plusieurs usines produisant exactement le même véhicule selon des spécifications interchangeables. Schneider savait ce que cela signifiait. Les Américains avaient tout standardisé. Chaque boulon, chaque support, chaque collier de serrage était identique quelle que soit l'usine qui l'avait produit. Une pièce d'une Jeep Willys s'adapterait parfaitement sur une Jeep Ford. C'était la production de masse à une échelle que l'Allemagne n'avait jamais tentée. Il consulta les chiffres de production dans les dossiers. En 1941, Willys et Ford avaient produit ensemble 48 000 Jeeps. En 1942, ce nombre avait bondi à 159 000. Les projections pour 1943
estimait plus de 250 000. Ce n'étaient pas des estimations de la propagande alliée. C'étaient des calculs du renseignement allemand basés sur les manifestes de transport, l'évaluation de la taille des usines et l'analyse des numéros de série. Schneider fit le calcul. En supposant 300 jours ouvrables par an, les usines américaines produisaient plus de 800 Jeeps par jour. Il regarda le véhicule devant lui. Assez complexe pour être fonctionnel, assez simple pour être construit en heures plutôt qu'en jours. Il compara cela à la production allemande. Le Kübelwagen, en revanche, était construite à un rythme d'environ 14 000 par an, toutes usines confondues. Les Américains produisaient 18 fois plus de véhicules légers. 18 fois. Et ce n'était qu'un seul type de véhicule. Les rapports de renseignement indiquaient des ratios de production similaires pour les camions, les chars, les avions et les navires. Mais Schneider creusa plus profondément. Il examina les pièces de la Jeep individuellement en considérant leur fabricabilité. La carrosserie était en acier embouti, fabriquée à partir de matrices simples, qui pouvaient être opérées par des ouvriers semi-qualifiés. La formation de ces panneaux nécessitait de grandes presses certes, mais une fois les matrices fabriquées, la production était rapide. Un équivalent allemand aurait été formé à la main ou aurait nécessité de multiples emboutissages complexes soudés ensemble. Le châssis était composé de 2 longs ronds en U parallèles entretoisés simples, à couper, à percer, à souder. Pas de courbes complexes, pas d'angles composés. Un soudeur de base pouvait assembler cela en 1 heure. L'équivalent allemand présentait une construction tubulaire, avec des points de contrainte soigneusement calculés, nécessitant des artisans qualifiés pour obtenir un alignement correct. Les points de montage de la suspension étaient rudimentaires mais robustes. Les jumelles de ressort étaient de lourdes pièces d'acier forgées surdimensionnées pour la résistance. Elles semblaient agricoles, parce qu'elles étaient conçues comme du matériel agricole construite pour survivre aux abus d'opérateurs inexpérimentés. Les suspensions allemandes étaient plus sophistiquées, oui, mais elles nécessitaient des réglages et de l'entretien. Ces ressorts à lame n'exigeaient rien. Soit ils fonctionnaient, soit ils cassaient, et pour les casser, il fallait un traitement extraordinairement brutal. Schneider examina les roues et les pneus. Les roues étaient en tôle d'acier 3 pièces soudées ensemble, grossières mais emboutissables, sur des presses massives à grande vitesse. Les pneus étaient de type diagonal, taille 6x's, rien de spécial, mais les renseignements indiquaient que les Américains avaient standardisé cette taille sur plusieurs types de véhicules. Le même pneu qui équipait la Jeep convenait aussi à certains camions. Cela signifiait une logistique simplifiée des pièces de rechange interchangeables. Il revint au moteur. Cette fois en l'analysant du point de vue de la production. Le bloc-cylindre était une seule pièce de fonte. Une pièce coulée dans un moule refroidi puis usinée. L'usinage ne nécessitait que des opérations de base alésage des cylindres, surfaçage du plan de jointail des sièges de soupape. N'importe quel atelier d'usinage pouvait faire ce travail. La culasse était une autre pièce de fonderie simple. Les collecteurs étaient en fonte-pas en tôle d'acier assemblée. Chaque composant était conçu pour la production de masse. Rien ne nécessitait d'ajustement à la main. Rien ne nécessitait de réglage par des artisans qualifiés. Le véhicule entier pouvait être assemblé par des ouvriers avec une formation minimale, en utilisant des outils de base. Les Américains avaient même conçu des clés spéciales, des outils combinés, qui s'adaptaient à plusieurs tailles de fixation, réduisant le nombre d'outils nécessaires. Weber avait rejeté cela comme une preuve de l'incompétence américaine. Ils conçoivent pour la stupidité de leurs ouvriers, avait-il dit. Mais Schneider commençait à voir les choses différemment. Les Américains ne concevaient pas pour la stupidité. Ils concevaient pour l'échelle. Ils concevaient pour un type de guerre entièrement différent de celui que l'Allemagne menait. Il se souvint d'une conférence à laquelle il avait assisté en 1940 et donnée par un officier de la logistique de la Wehrmacht. L'officier avait calculé que l'Allemagne pouvait soutenir environ 3 millions d'hommes sur le terrain avec sa capacité industrielle existante. Cela supposait des taux d'attrition normaux des calendriers de remplacement d'équipements standards et la pleine production des usines allemandes et des territoires occupés. Les Américains, selon ce même officier, pourraient théoriquement aligner des effectifs similaires, mais leur équipement serait inférieur, leur logistique serait mise à rude épreuve par la traversée de l'Atlantique et leurs soldats manqueraient de l'entraînement et de la discipline allemand. La qualité vaincrait la quantité. Schneider regarda la Jeep. Et si les hypothèses étaient fausses? Et si les Américains pouvaient produire de l'équipement plus vite que l'Allemagne ne pouvait le détruire? Et si la simplicité était en fait stratégique?
Le 5e jour de l'examen, Schneider compila ses conclusions dans un rapport officiel. La procédure standard exigeait qu'il le soumette par la voie hiérarchique à la direction technique du Heereswaffenamt, où il serait examiné, résumé et classé. Mais quelque chose dans ses conclusions le troublait suffisamment pour qu'il demande une entrevue avec le général-major Wilhelm von Thoma, qui était récemment rentré d'Afrique du Nord et consultait sur le développement des véhicules blindés. Von Thoma accepta de visiter Kummersdorf le 19 janvier 1943. Il arriva dans l'après-midi, un homme de haute taille au visage balafré, la croix de chevalier à son cou. Il avait commandé des unités de Panzer en Pologne, en France et en Russie avant d'être envoyé en Afrique. Il avait été capturé par les Britanniques à El Alamein et récemment rapatrié lors d'un échange de prisonniers en raison de ses blessures. Schneider présenta la Jeep et ses découvertes dans une salle de conférence attenante à l'atelier. Von Thoma écouta sans interrompre, fumant des cigarettes et étudiant les photographies et les spécifications que Schneider avait préparées. Quand Schneider eut terminé, Von Thoma resta silencieux un long moment. Puis il parla, et ce qu'il dit n'était pas ce à quoi Schneider s'attendait. « J'ai voyagé dans ces véhicules », dit doucement Von Thoma. « Les Britanniques en ont capturé des centaines en Afrique du Nord. Ils les adorent. Leurs officiers les utilisent constamment. J'ai été transporté au camp de prisonniers dans l'un d'eux. » Il marqua une pause. En 2 ans de combat, je n'en ai jamais vu un seul en panne sur le bord de la route. Pas un seul. Il se leva et s'approcha de la Jeep, posant sa main sur le même capot que Schneider avait touché quelques jours plus tôt. « Savez-vous ce que j'ai vu en Afrique, Hauptmann? J'ai vu des colonnes de ravitaillement britanniques qui s'étendaient à l'horizon. Des camions. Des milliers de camions. Tous en état de marche, tous en mouvement. Des camions américains pour la plupart. J'ai vu des aérodromes où les Britanniques avaient plus d'essence en fût que nous n'en avions dans toute l'armée de Rommel. » Von Thoma se tourna de nouveau vers Schneider. Nous n'arrêtions pas de détruire leur matériel. Nous prenions une position et la trouvions abandonnée, remplie de provisions. Munitions, nourriture, eau, carburant, fournitures médicales. Tout laissé derrière parce qu'ils en avaient tellement plus qui arrivaient. Nous pensions que nous gagnions parce que nous détruisions leur équipement, mais nous ne gagnions pas. Nous étions en train de nous noyer. Il prit le rapport de Schneider en feuilletant les pages. « Votre analyse est correcte. Ce véhicule est rudimentaire. Mais je vais vous dire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas peu fiable. Il n'est pas difficile à réparer. Il n'est pas rare. En Afrique du Nord, les Américains et les Britanniques avaient ces véhicules en si grand nombre qu'ils les utilisaient pour tout. Reconnaissance, transport de ravitaillement, ambulance, tracteurs d'artillerie, véhicules de commandement, même des véhicules de combat avec des mitrailleuses montées. Nous avions le Kübelwagen qui est supérieur sur tous les plans techniques, mais nous en avions des milliers. Ils en avaient des dizaines de milliers. Quand l'un des leurs tombait en panne, ils le poussaient sur le côté et en prenaient un autre. Quand l'un des nôtres tombait en panne, nous passions des heures à le réparer parce que nous n'avions pas de remplacement. Schneider sentit quelque chose basculer dans sa compréhension. « Mon général, êtes-vous en train de dire que leur approche est supérieure? Je dis que leur approche est différente et que nous ne nous y sommes pas adaptés. » répondit Von Thoma, s'asseyant lourdement, l'air soudain très fatigué. La production allemande est conçue pour une guerre européenne. Des campagnes courtes et décisives, un équipement de qualité entretenu par des mécaniciens qualifiés. Nous gagnons les batailles initiales avec un entraînement et des machines supérieures. Puis nous consolidons, nous nous rééquipons et nous nous préparons pour la campagne suivante. Il désigna la Jeep. Les Américains ne planifient pas une guerre européenne. Ils planifient une guerre industrielle, une guerre d'usure, où la victoire ne va pas au plus habile, mais au camp qui peut soutenir les pertes et continuer à se battre. Ils construisent un équipement que n'importe quel imbécile peut conduire et que n'importe quel mécanicien à moitié formé peut réparer. Ils le construisent en de telles quantités que les pertes sont sans importance. Schneider absorba cela, et nous ne pouvons pas égaler leur production. Von Thoma secoua la tête. Nous sommes déjà à notre capacité maximale. Chaque usine en Allemagne et en Europe occupée tourne 24 heures sur 24. Nous réquisitionnons des travailleurs des territoires conquis. Nous utilisons des prisonniers de guerre. Nous désossons l'équipement capturé pour les pièces détachées. Et malgré tout, nous ne pouvons pas produire assez. Il se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Terminez votre rapport, Hauptmann. Faites-le de manière exhaustive. Envoyez des copies à tous les services concernés. Peut-être que quelqu'un écoutera. Mais je soupçonne qu'ils ne le feront pas. L'Allemagne s'est convaincue que la qualité bat la quantité.
Nous l'avons prouvé bataille après bataille. Pourquoi changerions-nous? Mais vous croyez que nous devrions changer? Von Thomas jeta un dernier regard à la Jeep. Je crois que nous devrions comprendre à quoi nous sommes confrontés. Les Américains n'envoient pas leur meilleur équipement pour nous combattre. Ils envoient leur équipement le plus productible. Il y a une différence. Et si nous ne saisissons pas cette différence, nous perdrons cette guerre. Après la visite de von Thomas, Schneider étendit son enquête. Il réquisitionna tous les dossiers de renseignement disponibles sur la capacité industrielle américaine. Ce qu'il découvrit était plus troublant que la Jeep elle-même. La Jeep n'était que le symptôme d'une réalité stratégique plus large que l'Allemagne avait systématiquement échoué à comprendre. Les dossiers contenaient des évaluations d'avant-guerre de la capacité de production américaine, compilées par des attachés militaires allemands et des représentants commerciaux qui avaient visité les États-Unis dans les années 1930. Ces rapports étaient détaillés, précis et alarmants. Ils documentaient des installations industrielles d'une échelle qui n'existait pas en Europe. Le complexe Rivière Rouge de Ford dans le Michigan couvrait plus de 5 km² d'ateliers. Il possédait sa propre aciérie, sa propre verrerie et sa propre centrale électrique. À son apogée, il avait employé 100 000 ouvriers pour construire des automobiles. Un seul complexe industriel, 100 000 ouvriers. Willow Run, une nouvelle usine de bombardiers construite par Ford près de Détroit, était documentée dans les mises à jour du renseignement de 1942. Le bâtiment mesurait près d'1 kilomètre de long et 400 mètres de large. C'était la plus grande pièce sous un même toit au monde. Les renseignements estimaient qu'elle pourrait produire un bombardier Bvink 4 Liberator toutes les 63 minutes une fois pleinement opérationnel. Schneider croisa ses rapports avec les chiffres de production allemands. L'ensemble de l'industrie aéronautique allemande, combinant Messerschmitt Focke-Wulf, Heinkel Junkers et tous les autres fabricants, avait produit environ 15 000 avions en 1942. Les estimations suggéraient que les Américains en produiraient 47 000 en 1943. La disparité n'était pas seulement dans l'aviation. Les chiffres de la construction navale étaient encore plus frappants. Les chantiers navals américains produisaient des Liberty Ships, des cargos de 10 000 tonnes, en une moyenne de 42 jours entre la pose de la quille et le lancement. Certains chantiers avaient réduit ce délai à moins de 30 jours. L'ensemble de la marine marchande allemande, construite sur des décennies, totalisait environ 4 millions de tonnes. L'Amérique ajoutait plus de 8 millions de tonnes par an de nouvelles constructions. Mais l'information la plus dérangeante provenait des analyses de production de chars. L'examen de la Jeep avait conduit Schneider à enquêter sur la fabrication de chars américains, en particulier le M4 Sherman. Les rapports de renseignement indiquaient que plusieurs usines produisaient des Sherman. L'arsenal de chars de Chrysler à Detroit, l'usine de Fisher Body à Grand Blanc, l'usine de Ford à Dearborn Pacific, Car and Foundry, dans l'État de Washington, et d'autres. Le Sherman était comparable à la Jeep en termes de philosophie de fabrication. Ce n'était pas le meilleur char que l'Amérique pouvait concevoir. C'était le meilleur char que l'Amérique pouvait produire en masse. Son blindage était adéquat mais pas exceptionnel. Son canon de 75 mm était efficace mais pas supérieur aux armes allemandes. Sa fiabilité mécanique était bonne mais pas remarquable selon les normes allemandes. Mais l'Amérique les construisait en quantité stupéfiante. Les renseignements estimaient que plus de 20 000 seraient produits entre 1942 et 1944. L'ensemble de la force de Panzer allemande, incluant tous les modèles depuis le début de la guerre jusqu'en 1943, totalisait environ 38 000 voltéicules. Les Américains approchaient de ce nombre avec un seul modèle de char en 2 ans. Schneider compila une analyse supplémentaire comparant les philosophies de production. Il l'intitula « Implication stratégique des méthodes de production de masse américaine ». L'argument central était simple, l'Allemagne et l'Amérique menaient des guerres différentes avec des postulats différents. L'Allemagne supposait que les guerres étaient gagnées par des soldats supérieurs utilisant un équipement supérieur dans des batailles décisives. Cela s'était avéré correct en Pologne et en France et au début des campagnes soviétiques. L'Allemagne avait conçu son armée autour de la qualité entraînement intensif, équipement sophistiqué personnel de soutien qualifié. L'Amérique supposait que les guerres étaient gagnées par une supériorité matérielle écrasante maintenue dans le temps. Elle concevait son armée autour de la quantité entraînement simplifié, équipement productible pièces et personnel interchangeable. Les implications étaient profondes. Les forces allemandes devaient préserver leur équipement car les remplacements étaient rares.
Cela rendait les unités allemandes prudentes conservatrices. Les forces américaines pouvaient se permettre d'être agressives, car les pertes étaient remplaçables. Si une attaque échouait, elles pouvaient se rééquiper et attaquer encore et encore et encore. La logistique allemande exigeait des mécaniciens qualifiés, des outils spécialisés et des pièces de rechange spécifiques. La logistique américaine exigeait des bras et des clés anglaises. Une division Panzer allemande qui perdait la moitié de ses chars avait besoin de semaines pour se reconstituer, attendant que de nouveaux chars arrivent d'Allemagne, en espérant qu'ils arrivent avant que la division ne soit de nouveau engagée au combat. Une division blindée américaine qui perdait la moitié de ses chars pouvait être de retour à pleine puissance en quelques jours, puisant dans des stocks de remplacement qui semblaient inépuisables. Schneider documenta des exemples spécifiques d'Afrique du Nord. Après la bataille de Kasserine en février 1943, où les forces allemandes avaient malmené des unités américaines inexpérimentées, les renseignements avaient suivi la récupération américaine. En 3 semaines, les Américains avaient complètement remplacé leurs pertes. Nouveaux chars, nouveaux camions, nouvelles, jeeps tous livrés par bateau dans les ports nord-africains, puis déplacés vers l'intérieur des terres. Les unités qui avaient été brisées à Kasserine étaient de nouveau prêtes au combat avant que les forces allemandes ne puissent exploiter leur victoire. La Wehrmacht, en revanche, n'avait jamais complètement remplacé les pertes subies lors de la campagne de Russie de 1941. Des divisions qui avaient commencé l'opération Barbarossa avec plus de 200 chars opéraient encore avec 70 ou 80 chars 2 ans plus tard. Les remplacements n'existaient tout simplement pas. Schneider soumit son rapport complet le 3 février 1943. Il totalisait 87 pages, comprenant des photographies, des dessins techniques, des analyses de production et des évaluations stratégiques. Il en envoya des copies à la direction technique du Heereswaffenamt, à la production de véhicules et de guerre, et directement au bureau du général-major von Thoma. La réponse fut rapide et entièrement prévisible. En 1 semaine, Schneider reçut une note de service de son supérieur au Heereswaffenamt. Le ton était formel mais indubitablement dédaigneux. La note reconnaissait la rigueur de son analyse technique, mais remettait en question ses conclusions stratégiques. Elle déclarait que bien que la capacité de production américaine soit notée, le renseignement allemand avait toujours été conscient du potentiel industriel américain. La note soulignait que les guerres étaient gagnées par des soldats, pas par des usines, et que la supériorité tactique allemande s'était avérée à plusieurs reprises décisive contre des forces numériquement supérieures. La note concluait en réorientant les efforts de Schneider vers des préoccupations plus urgentes, l'analyse de l'équipement soviétique capturé et l'évaluation des vulnérabilités du nouveau char 34. L'analyse de la Jeep fut classée et oubliée. Mais le rapport de Schneider atteignit une personne qui le prit au sérieux, Albert Speer, le ministre du Reich pour l'armement et la production de guerre. Speer avait été nommé à ce poste en février 1942 après la mort de Fritz Todt. Contrairement à beaucoup de dirigeants nazis, Speer était un pragmatique qui comprenait les réalités industrielles. Il avait déjà commencé à restructurer la production de guerre allemande, tentant de rationaliser la fabrication et d'augmenter la production. Le bureau de Speer contacta Schneider en mars 1943 pour demander une réunion à Berlin. Schneider se rendit au ministère du Reich en s'attendant à une brève consultation. Au lieu de cela, il passa 3 heures à présenter ses conclusions à Speer et à un petit groupe de planificateurs industriels. Speer écouta attentivement, prenant des notes, posant des questions détaillées sur les méthodes de production américaines. Quand Schneider eut terminé, Speer resta silencieux un moment, puis parla avec sa franchise caractéristique. « Tout ce que vous avez documenté confirme ce que je soutiens depuis 1 an. L'Allemagne ne peut pas gagner une guerre d'usure contre la capacité industrielle combinée de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique. Notre seul espoir est de maximiser l'efficacité de la production, de simplifier les conceptions et de prier pour que notre supériorité tactique nous achète assez de temps pour des solutions politiques. » Il désigna le rapport de Schneider. « Je vais l'utiliser. Je vais le montrer au Führer, à Göring, à tous ceux qui voudront bien écouter. Mais je dois être honnête avec vous, Hauptmann. Ils ne le croiront pas. Ils diront que l'esprit allemand vaincra le matérialisme américain. Ils citeront nos victoires comme preuve. Ils rejetteront votre analyse comme étant défaitiste. » Speer avait vu juste. Hitler, lorsqu'on lui présenta les preuves de la supériorité de la production américaine, réagit avec fureur. Il insista sur le fait que la qualité allemande
triompherait que l'équipement américain était inférieur, que les soldats américains étaient des lâches qui s'effondreraient sous un assaut déterminé. Il pointa les succès allemands en Russie, en Afrique du Nord, dans l'Atlantique. Il exigea une production accrue par la volonté et la discipline, non par des changements fondamentaux dans la philosophie de fabrication. Göring, le chef de la Luftwaffe, rejeta le rapport en bloc. Il affirma que ses services de renseignement avaient de meilleures informations et que les chiffres de production américains étaient de la propagande exagérée. Lorsqu'on lui présenta des preuves photographiques d'usines américaines, il suggéra qu'il s'agissait de trucages élaborés de décors de cinéma conçus pour intimider l'Allemagne. Ce n'est qu'au sein du ministère de Speer que l'analyse de Schneider eut un impact. Speer lança plusieurs programmes tentant d'imiter les méthodes de production de masse américaines. Il poussa à la standardisation entre les types de véhicules. Il plaida pour des conceptions de chars simplifiées. Il argumenta pour concentrer la production dans des installations moins nombreuses mais plus grandes, utilisant des méthodes de chaîne de montage. Mais il se heurta à une résistance constante. La Wehrmacht voulait les chars Tigre et Panther, des machines sophistiquées qui nécessitaient un temps de fabrication considérable. La Luftwaffe exigeait des chasseurs avancés avec des moteurs complexes. Chaque branche de l'armée insistait sur le fait que la qualité ne pouvait être sacrifiée. Speer parvint à quelques améliorations. La production de guerre allemande augmenta effectivement en 1943 et en 1944, mais il ne put jamais réaliser le changement philosophique fondamental que l'analyse de Schneider suggérait comme nécessaire. Schneider lui-même fut transféré sur le front de l'Est en mai 1943, affecté au bataillon de maintenance d'une division Panzer. Le transfert fut officiellement décrit comme nécessaire pour les besoins en main-d'œuvre. Mais Schneider soupçonnait que c'était en partie une punition pour des conclusions qui avaient embarrassé ses supérieurs. Il allait passer les 2 années suivantes à regarder les forces allemandes être lentement broyées par exactement la supériorité matérielle qu'il avait documentée. Ce que Schneider avait prédit dans son rapport se déroula avec une précision mathématique sur tous les théâtres de la guerre. La Jeep qu'il avait examinée en janvier 1943 Newton était que la première vague d'un tsunami de production américaine qui finirait par submerger les forces de l'Axe. À la fin de 1943, les usines américaines avaient produit 640 000 Jeeps. L'idée qu'elles conquéraient 2 continents n'était pas une hyperbole. C'était une comptabilité prudente. À la fin de la guerre, en 1945, la production totale de Jeeps dépassait les 640 000 unités, avec des véhicules servant sur tous les fronts où opéraient les forces américaines et alliées. Ces véhicules devinrent omniprésents. Chaque division d'infanterie américaine recevait 553 Jeeps dans sa dotation standard. Les divisions blindées en recevaient plus de 600. Même les unités non combattantes les recevaient en abondance. La Jeep transforma la mobilité militaire d'une manière que les véhicules allemands sophistiqués ne purent jamais faire précisément parce qu'elle était simple, fiable et inépuisable. En Afrique du Nord, les Jeeps américaines équipèrent les groupes britanniques de reconnaissance à longue portée qui harcelaient les lignes de ravitaillement allemandes. En Sicile et en Italie, elles naviguèrent sur des routes de montagne que les véhicules allemands ne pouvaient pas emprunter. Le jour J, le 6 juin 1944, plus de 2000 Jeeps débarquèrent sur les plages de Normandie dès la première vague d'assaut. Elles n'étaient plus de simples véhicules, elles étaient le visage motorisé de la libération. En un mois, 40 000 avaient été livrés en France. L'impact stratégique fut exactement celui que Schneider avait calculé, mais que la Wehrmacht avait refusé d'accepter. Les forces américaines pouvaient soutenir un rythme opérationnel que les forces allemandes ne pouvaient égaler. Lorsque la 3 armée américaine du général George Patton s'élança à travers la France, en août 1944, sa chevauchée fantastique fut si rapide que les forces allemandes ne purent établir de ligne défensive. L'armée de Patton parcourut 600 km en un mois, approvisionnée entièrement par des colonnes de camions qui comprenaient des milliers de jeeps transportant munitions, carburant et équipements de communication. Les forces allemandes, en revanche, luttaient pour leur mobilité. Leur logistique restait dépendante des chevaux. Même en 1944, plus de 80% du transport de la Wehrmacht était hippomobile. Les divisions Panzer pouvaient se déplacer rapidement quand elles avaient du carburant. Mais le carburant était de plus en plus rare. Les colonnes de ravitaillement se déplaçaient lentement, vulnérables aux attaques aériennes. Lorsque l'équipement tombait en panne, les réparations prenaient des jours ou des semaines, car les pièces de rechange n'étaient pas disponibles.
L'avantage de la fiabilité de la Jeep se révéla décisif de manière que Schneider avait documenté, mais ne pouvait pas entièrement prédire. Les registres de maintenance américains du théâtre européen montraient que les Jeeps parcouraient en moyenne plus de 16 000 km entre deux pannes mécaniques majeures. Le Kübelwagen allemand moins de 6 500. Cela signifiait que les unités américaines passaient moins de temps en maintenance et plus de temps en opération. Cela signifiait que moins de véhicules étaient immobilisés en attente de réparation. Cela signifiait que le même nombre de véhicules pouvait soutenir des opérations plus étendues. Mais l'impact de la Jeep allait au-delà de la pure logistique. Elle devint une arme psychologique. Les soldats allemands capturés en France et en Allemagne en 1944 et 1945 rapportaient systématiquement la même observation. Lors des interrogatoires, les forces américaines semblaient avoir un équipement illimité. Peu importe combien de véhicules étaient détruits, d'autres apparaissaient. Le flot constant de jeeps, de camions et de chars créait une impression d'invincibilité d'un ennemi qui ne pouvait être épuisé. Ce n'était pas de la propagande. C'était la réalité matérielle. En 1944, la production industrielle américaine atteignit des niveaux qui semblent encore aujourd'hui fantastiques. 4 000 chars par mois, 2 000 pièces d'artillerie par mois, 11 000 avions par mois, 300 navires par mois, et à la base de tout cela, 640 000 jeeps, en 3 ans 98 000 chars Sherman, 2 millions de camions, 400 000 pièces d'artillerie. L'Allemagne, combattant sur plusieurs fronts, produisit environ 40 000 voltéicules blindés de tous types pendant toute la guerre. L'Amérique produisit ce nombre de Sherman en 6 mois. La disparité que Schneider avait calculée en examinant une seule Jeep rudimentaire dans un entrepôt à Kummersdorf s'avéra être la réalité stratégique qui décida de l'issue de la guerre. La différence philosophique entre les approches allemandes et américaines devint de plus en plus claire à mesure que la guerre progressait. L'Allemagne continua à développer des armes plus sophistiquées, le char Tigre II, le chasseur à réaction, Me-262, le sous-marin Type 21, chacun technologiquement supérieur à ses équivalents alliés. Mais ces armes arrivèrent en nombre insuffisant et trop tard pour affecter l'issue de la guerre. L'Amérique continua à raffiner plutôt qu'à révolutionner. La Jeep reçut des modifications mineures tout au long de la guerre, mais resta fondamentalement inchangée. Le char Sherman fut amélioré avec de meilleurs canons et blindages, mais conserva le même châssis de base. La doctrine américaine mettait l'accent sur l'envoi d'un équipement adéquat au front en quantités écrasantes, plutôt que d'attendre un équipement parfait en nombre limité. En 1945, lorsque l'Allemagne capitula, le déséquilibre matériel était stupéfiant. Les forces alliées avaient une supériorité aérienne totale. Les forces blindées alliées surpassaient les forces allemandes à 10 contre 1 dans la plupart des secteurs. La logistique alliée pouvait soutenir des offensives indéfiniment. L'Allemagne avait été ensevelie sous l'avalanche de production dont Schneider avait averti dans son rapport 2 ans plus tôt. Ernst Schneider survécut à la guerre. Il fut capturé par les forces soviétiques en Pologne en janvier 1945 et passa 4 ans dans un camp de prisonniers avant d'être rapatrié en Allemagne de l'Ouest en 1949. Il ne retourna jamais à l'ingénierie militaire. Il prit plutôt un poste chez un constructeur automobile civil travaillant sur la conception de camions commerciaux jusqu'à sa retraite en 1971. Dans ses papiers personnels conservés après sa mort en 1986, se trouvait une copie écornée de son rapport original sur la Jeep. Il l'avait gardé pendant la guerre, pendant son emprisonnement, pendant les difficiles années d'après-guerre. Dans les marges des notes manuscrites ajoutées au fil des décennies, suivait la matérialisation de ses prédictions. À côté de son calcul de la production américaine de Jeeps, il avait écrit « Total final, 641, 154 ». J'avais sous-estimé. À côté de son analyse de l'avantage industriel américain, il avait écrit « Nous savions, nous l'avions documenté, nous avons refusé de le croire ». La Jeep que Schneider examina en 1943 fut finalement détruite lors d'un raid de bombardement allié sur Kummersdorf en 1944, mais son influence perdura de manière inattendue. Après la guerre, l'accès aux rapports de Schneider et à des analyses techniques similaires influença la conception automobile européenne. La philosophie de simplicité, de fiabilité et de productibilité incarnée par la Jeep commença à apparaître dans les véhicules civils. Le Land Rover britannique introduit en 1948 fut directement inspiré par les Jeeps de guerre
que les forces britanniques avaient utilisé et admiré. Ces concepteurs recherchèrent délibérément la simplicité plutôt que la sophistication. Le véhicule utilisait un châssis en échelle, une suspension à ressort à lame et un simple moteur à 4 cylindres. Il devint l'une des exportations automobiles les plus réussies de Grande-Bretagne. En Allemagne, le succès de la Volkswagen coccinelle d'après-guerre devait beaucoup aux leçons tirées des méthodes de production de masse américaines. Ferdinand Porsche, qui avait conçu le complexe Kübelwagen, appliqua des philosophies plus simples à la coccinelle. Le véhicule fut conçu pour l'efficacité de fabrication, avec des panneaux de carrosserie en tôle, emboutit une variation minimale des pièces et des méthodes d'assemblage, nécessitant une main-d'œuvre peu qualifiée. Elle devint le modèle de voiture le plus vendu de l'histoire. Les leçons stratégiques plus larges de l'analyse de Schneider furent étudiées de manière approfondie dans les écoles militaires d'après-guerre. Le rapport devint un cas d'école sur la façon dont les préjugés institutionnels peuvent aveugler les organisations à des vérités dérangeantes. Le commandement militaire allemand avait possédé des renseignements précis sur la capacité industrielle américaine. Il l'avait documentée, analysée, puis rejetée parce qu'elle contredisait leurs postulats fondamentaux sur la guerre. Cet échec cognitif n'était pas unique à l'Allemagne. Des schémas similaires apparaissent tout au long de l'histoire militaire des organisations qui ignorent les preuves contredisant la doctrine établie, qui rejettent les menaces, qui ne correspondent pas aux schémas attendus, qui s'accrochent à des croyances confortables malgré des données contradictoires. La Jeep elle-même entra dans la légende. Après la guerre, les Jeeps militaires de surplus inondèrent les marchés civils du monde entier. Elles apparurent dans les fermes européennes, les missions africaines, les villages asiatiques. Leur robustesse et leur simplicité les rendaient idéales pour les régions en développement. Dans de nombreux pays, Jeep devint un terme générique pour tout petit véhicule à 4 roues motrices. La Jeep civile, introduite par Willys Overland en 1945, engendra toute une catégorie de véhicules. Le concept d'un véhicule simple capable passe-partout se révéla si attrayant qu'il survécut longtemps après que les véhicules utilitaires militaires eurent évolué en machines sophistiquées. La leçon stratégique selon laquelle les guerres d'usure favorisent la productibilité par rapport à la perfection a façonné les acquisitions militaires depuis lors. Les planificateurs de la défense moderne équilibrent explicitement la capacité et la fabricabilité. La question n'est pas seulement « est-ce la meilleure arme ?», mais « pouvons-nous en construire assez ?» Pourtant, la leçon est maintes fois oubliée. Les armées continuent de pousser pour des équipements exquis chers et techniquement sophistiqués, alors que des alternatives plus simples, moins chères et plus nombreuses pourraient mieux servir. Le débat entre qualité et quantité, entre le char Tigre et le char Sherman, entre le Kübelwagen et la Jeep, se poursuit sous une forme moderne avec les avions de chasse, les navires et les véhicules blindés. Le rapport de Schneider se terminait par une conclusion qui s'avéra prophétique. Le véhicule américain examiné ne représente pas une ingénierie inférieure mais des priorités différentes. Là où la conception allemande poursuit l'excellence, la conception américaine poursuit la suffisance. Là où la fabrication allemande met l'accent sur la précision, la fabrication américaine met l'accent sur le volume. Ce ne sont pas des faiblesses à exploiter mais des forces à craindre. Une guerre contre la capacité industrielle américaine ne peut être gagnée par un équipement supérieur. Elle ne peut être qu'évitée. L'Allemagne ne l'évita pas. Le Reich, qui avait conquis un continent avec un équipement sophistiqué et des tactiques supérieures, fut finalement écrasé par un équipement plus simple produit en quantités écrasantes. La Jeep que Schneider examina dans cet entrepôt de Kummersdorf était un messager livrant un avertissement que l'Allemagne ne pouvait pas, ou ne voulait pas, accepter. Le temps que les implications complètes deviennent indéniables, il était bien trop tard. 640 000 Jeeps, 2 millions de camions, 98 000 chars, 400 000 avions. Telle fut l'avalanche qui enterra le Troisième Reich. Elle commença avec un véhicule rudimentaire simple, délibérément peu sophistiqué, que des ingénieurs allemands examinèrent et méprisèrent. Dans ce mépris se trouvaient les germes de la défaite stratégique. Les Américains avaient compris quelque chose de fondamental dans une guerre totale. Un équipement adéquat qui existe bat un équipement parfait qui n'existe pas. La Jeep le prouva 640 000 fois. Si cette plongée dans les coulisses de l'histoire vous a captivé, partagez dans les commentaires quelle leçon selon vous est la plus importante à retenir de ce récit. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses historiques approfondies